Ces documents existent. Il a été rédigé par la CIA en janvier 1986. Et il ne parle pas d'une guerre, pas d'une frontière, pas d'une élection. Il parle de la mort de Mobutu. Plus précisément, de ce qui se passerait après sa mort. Qui prendrait les pouvoirs, qui était sur la liste, et surtout ce que Washington ferait. Les documents existent. Les noms sont là, mais certaines lignes sont encore noircies aujourd'hui. Ce qui est troublant, ce n'est pas que la CIA ait écrit ces mémos. C'est quand elle l'a écrit. Parce qu'en 1986, Mobutu n'était pas malade officiellement. Il n'avait pas annoncé des successeurs officiellement. Et pourtant, Washington modélisait déjà l'après. Ces mémos signifient une chose. Quelqu'un savait quelque chose que les peuples zaïrois ne savaient pas. Aujourd'hui, on va ouvrir les coulisses de ces moments où Kinshasa a cru que le maréchal était mort. Les marchés qui ferment en une heure, les généraux qui calculent, les parlementaires qui osent. Et la question que personne ne pose, est-ce que cette absence de 1981, cette fragilité qu'on n'a jamais vue, a tout déclenché? À la fin de cette vidéo, tu verras plus jamais les régimes bouddhistes de la même façon. Il faut d'abord comprendre une chose sur les Zaïre de Mobutu. Ces pays n'avaient pas de vice-présidents, pas de premiers ministres constitutionnellement habilités à prendre les relais, pas de procédures de succession écrites nulle part. Et ces vides absolus n'étaient pas un oubli, c'était un outil. Les vides de succession étaient l'arme principale de Mobutu pour rester au pouvoir. Personne ne pouvait se préparer à lui succéder sans se désigner lui-même comme rival. Et dans les Zaïre des années 1980, se désigner comme rival de Mobutu, c'était signer son propre arrêt de mort, ou au minimum sa condamnation à 15 ans de prison. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, dans un système conçu autour d'un seul homme, ce seul homme disparaît de l'écran? Exactement ce que vous imaginez. Ce soir-là, on est en 1981. À Kinshasa, les haut-parleurs des quartiers diffusaient encore Franco et les TPO Jazz, la rumba coulait sur les avenues. Et dans ce bruit-là, une nouvelle commençait à circuler. D'abord à voix basse, puis plus fort, des marchés en marché. Les maréchals ne s'est pas montré depuis plusieurs semaines. Personne ne savait exactement combien de semaines. Personne ne les saurait jamais officiellement. Mais à Kinshasa, l'absence d'un chef, ça se compte autrement qu'en jours. Ça se compte en kilos de farine qui disparaissent des étals. Parce que le peuple zaïrois avait appris, depuis 30 ans, à lire les silences du régime comme d'autres lisent les journaux. Pourquoi ce moment précis a tout changé? Décembre 1980, 13 parlementaires, dont un certain Étienne Tshisekedi, adressent à Mobutu une lettre de 52 pages. 52 pages. Dans un régime à parti unique, dans un pays où critiquer les présidents pouvait vous valoir une nuit en cellule ou une expédition vers la forêt équatoriale, ces 13 hommes avaient décidé d'écrire ces textes. Et la question que les historiens ont négligé de poser, c'est pourquoi ces moments-là? La lettre dénonce les dérives dictatoriales, la dégradation des conditions de vie, la corruption systématique, tout ce que le monde savait depuis des années. Rien de nouveau sur les fonds. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils l'ont écrit. Ces parlementaires n'étaient pas des héros nés du jour au lendemain. Ils avaient servi ces régimes, certains en avaient même tiré des bénéfices. Et soudain, en décembre 1980, ils décident de signer de leur nom une lettre qui ressemble à un acte de résistance. Quelque chose avait changé dans leur évaluation des rapports des forces. Ce que les témoignages de la diaspora zaïroise révèlent,
ce que les historiens n'ont pas encore systématiquement documenté, c'est que cette période coïncide avec les rumeurs d'absence prolongée de Mobutu Abadolita, des semaines sans apparition publique, des semaines sans discours télévisé. Autrement dit, ces 13 parlementaires ont peut-être estimé que la fenêtre était ouverte, que les rapports des forces, pour la première fois depuis des années, penchaient légèrement dans leur direction. Et si c'est vrai, ce serait la première fois qu'une rumeur des morts du maréchal déclenchait un acte politique concret. Au marché des Gambela, à Kinshasa, la règle était simple. Quand les pouvoirs vacillaient, les denrées disparaissaient avant les discours officiels. Les femmes du marché lisaient les régimes mieux que n'importe quel éditorialiste de Bruxelles. Début 1981, elles ont acheté à double provision. Ce que personne ne t'a dit sur cette période. Début 1982, les parlementaires dissidents reviennent à Kinshasa avec une période d'exil intérieur au Chaba. Ils se réunissent et décident de créer un parti politique. L'IDPS est né. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas qu'ils aient créé un parti, c'est la logique dans laquelle ils l'ont créé. Ils se sont appuyés sur la Constitution de 1967, la Constitution de Mobutu lui-même, pour affirmer que rien ne leur interdisait de fonder un second parti. Ils ont joué avec les règles du régime contre les régimes. Félix Vundwawe, le ministre de l'Intérieur, les a convoqués et selon les témoignages directs des fondateurs recueillis par Radio Okapi, voici ce qu'ils lui ont répondu. La Constitution nous y autorise. Vundwawe n'était pas n'importe qui, c'était un bandit, des groupes ethniques de Mobutu, un homme de confiance absolue du maréchal, directeur de son cabinet présidentiel. Si quelqu'un connaissait les limites réelles du pouvoir à ce moment-là, c'était lui. Il n'a pas répondu ce soir-là. La réponse est venue 2 mois plus tard, en mars 1982. L'arrestation de masse. Prote Lumbu, Kibasa Maliba, Kyungu Wakumwanza, Frédéric Birindwa, Tshisekedi, tous conduits à la prison de Makala, tous condamnés à 15 ans de prison, 15 ans pour avoir cité la constitution du régime au ministre du régime. La répression était ultra rapide, disproportionnée, même selon les standards du régime. Et c'est précisément cette disproportion qui révèle quelque chose. Quand un régime frappe 2 fois plus fort que nécessaire, c'est souvent parce qu'il a eu peur, parce qu'il se souvient d'une fenêtre qu'il avait laissée ouverte et qu'il veut s'assurer qu'elle ne s'ouvre plus jamais. Et là, vous vous demandez, mais alors il y avait bien quelque chose en 1981, une vraie fragilité, un vrai moment de vulnérabilité, oui, probablement. Et on va vous montrer les documents qui permettent de les confirmer indirectement. 1986, Washington. Un analyste de la CIA tape un mémo classifié. Les titres Zaïre. Challenges ahead for Mobutu. À Kinshasa, à la même époque, les billets des Zaïre perdaient de la valeur chaque semaine. Les gens avaient appris à calculer leurs transactions en dollars officieusement. L'économie était en train de se désagréger en silence pendant que la propagande impère continuait de célébrer les 30 glorieuses de l'authenticité. Mais revenons à ces mémos. Ces documents déclassifiés en 2011, disponibles aujourd'hui sur les sites de la CIA, disent 2 choses capitales. Première chose, en 1986, la CIA évaluait explicitement la possibilité d'un attentat contre la vie de Mobutu, parrainé par la Libye. Elle concluait que cette probabilité avait augmenté. La Libye de Kadhafi avait de raisons de vouloir la disparition du maréchal et des moyens. Deuxième chose, et c'est là que ça devient fascinant, les mémos contenaient une liste des successeurs potentiels. Washington avait identifié qui pourrait prendre les pouvoirs après Mobutu, évaluer leur positionnement géopolitique et calculer ce que chaque scénario présentait pour les intérêts américains.
Cette liste existe. Elle est dans les documents déclassifiés, mais certaines sections sont encore noircies aujourd'hui, indicateur exemption des sécurités nationales. Ce qui veut dire que 40 ans après les faits, Washington considère encore que révéler ces noms représente un risque. L'année suivante, 1987, un second mémo CIA, Prospect for Mobutu Regime. Cette fois, les tableaux est plus sombre encore. La CIA note que Mobutu vient de renvoyer Kengo Adondo, son premier ministre, principal interlocuteur du FMI, et qu'il envisage de dérailler les programmes de la Banque mondiale. C'est précisément en 1987 que les rumeurs explosent. Kengo Adondo n'était pas seulement un technocrate, c'était l'homme qui gérait les relations entre Mobutu et les institutions financières occidentales. Les garder, c'était maintenir une façade de gestion économique. Les renvoyer, c'était envoyer un signal « je ne suis plus sous contrôle ». Et Mobutu l'a renvoyé au moment précis où sa santé commençait à faire l'objet des spéculations. Coïncidence? Peut-être, mais dans les zaïrs de Mobutu, les coïncidences avaient tendance à être des calculs mal dissimulés. La RTNC. À Kinshasa, la mesure de la santé politique du maréchal, c'était la RTNC. Les journaux télévisés de 20 heures. Quand Mobutu apparaissait, debout, la canne à la main, la toque léopard bien ajustée, les régimes allaient bien. Quand l'image tardait à venir, quand les émissions s'étiraient sur des discours des cadres du impère, il s'est passé quelque chose. En 1987, selon plusieurs témoins de la diaspora zaïroise, il y a eu des soirées où la RTNC n'a pas montré le maréchal, des soirées entières. Qu'est-ce qui se passe dans l'appareil du pouvoir pendant ces soirées-là? C'est que ça révèle sur notre époque aujourd'hui. Honoré Mbanda était le conseiller sécurité de Mobutu dans les années 1990. Il connaissait les généraux, il connaissait les réseaux, et dans son livre « Ainsi sonnent les glaces », il écrit une phrase que je veux vous lire exactement telle qu'elle. Il dit, je cite, « La rébellion de l'AFDEL a commencé juste lorsque fut connue la maladie de Mobutu. » Réalisez ça. La rébellion, la guerre qui a renversé Mobutu en 1997 a commencé quand on a su qu'il était malade. Ce que Mbanda révèle, sans peut-être en avoir conscience, c'est la logique profonde du régime mobutiste. Tout le monde attendait, les généraux attendaient, les opposants attendaient, les puissances étrangères attendaient. Washington, Bruxelles, Paris, tous avaient des listes, des scénarios, des noms. Personne ne bougeait tant que le maréchal était debout. Et quand il a vacillé, vraiment vacillé, en 1996, tout s'est déclenché en même temps. Ces mécanismes, ce n'est pas congolais, ce n'est pas africain, c'est humain. Tout système organisé autour d'un seul homme fabrique autour de ce seul homme une cour des gens qui attendent sa mort, qui calculent, qui préparent, et qui, dès que la rumeur circule, dès que les marchés ferment et que la RTNC tarde de montrer les visages, sortent leurs plans du tiroir. Dans les quartiers populaires de Kinshasa, en Lingala, la phrase qui circule lors de ces épisodes était « Mobutu a koufité ». Mobutu a koufité. Mobutu n'est pas mort. Pas une affirmation, une question déguisée en certitude, une façon de vérifier que l'autre avait la même peur, les mêmes espoirs ou la même inquiétude que vous. Ce que vous venez de voir dans cette vidéo, c'est quelque chose que l'histographie officielle n'a pas encore documenté officiellement. Les archives belges ne sont pas numérisées. Les archives RTNC de 1981 et 1987 restent à Kinshasa, dans des conditions de conservation incertaines, et des documents CIA les plus importants, ceux qui contiennent les vrais noms des successeurs identifiés par Washington, sont encore partiellement censurés. Ce silence est lui-même un document.
Parce que si ces épisodes n'avaient pas été que des rumeurs sans importance, personne n'aurait pris la peine de les effacer aussi soigneusement. L'histoire des 3 jours où Kinshasa a cru que Mobutu était mort, c'est l'histoire d'un peuple qui a appris à lire le pouvoir dans les silences, d'un système où l'absence d'un seul homme suffisait à faire trembler tout un continent, de tout ce que les dictateurs fabriquent autour d'elle, les vides, la peur et les gens qui savent exactement quoi faire quand ces vides arrivent, parce qu'ils y pensaient depuis des années. La liste des gens, les généraux, les ministres, les puissances étrangères, qui avaient déjà choisi leur successeur avant même que Mobutu soit mort, elle existe quelque part dans les archives encore fermées. Dans une certaine vidéo, on va ici attaquer les archives qui ne disparaissent jamais vraiment, elles attendent.